On a eu notre assemblée, la dernière assemblée de circonscription au mois de juin, ou début juillet ou fin juin. Et effectivement, je pense qu'il faut repartir de là pour comprendre la situation politique. D'abord, ça a été quand même, et je pense qu'il faut qu'on l'assume, ça a été une défaite pour notre camp d'une certaine manière, parce qu'on a perdu sur la question des retraites. Pour l'instant, en tout cas, la loi est en train d'être mise en application et ça ne peut pas ne pas avoir d'effet. D'avoir eu des millions de travailleurs dans la rue, d'avoir eu des mobilisations massives, des grèves quand même qui ont été fortes sur certaines journées ciblées, et de ne pas avoir réussi, une fois de plus, à gagner. Et je pense qu'il faudra qu'on continue à réfléchir aux raisons qui font qu'on a perdu. J'avais commencé à engager cette discussion avec Philippe Poutou, pour ceux qui étaient là à la fin du mois de juin. Et je pense qu'il faut qu'on continue à réfléchir pour les batailles prochaines, comment on peut gagner. Néanmoins, si c'est une défaite pour notre camp, c'est aussi une défaite pour Macron. Et ça, je voudrais quand même vous l'expliquer. C'est pourquoi c'est une défaite pour Macron. Car il a perdu de deux façons, d'un point de vue idéologique. D'abord, il a perdu sur le fond des arguments par rapport à la retraite à 64 ans. Il y a très peu de Français qui ont accepté sa réforme. Et je pense que ça, c'est quand même une victoire pour nous, parce qu'il y a eu des réformes dans le passé où ils arrivaient finalement à convaincre les citoyens et les citoyennes, vas-y, tu peux t'installer, pas de souci, à convaincre les citoyens et les citoyennes qu'il n'y avait pas d'autre solution. Je pense que là, il y a eu près de 90% des actifs et 70% des Françaises et des Français qui, à un moment donné, se sont dit non, il y a d'autres solutions et on est contre cette réforme. Donc il a perdu sur la bataille idéologique par rapport à la bataille des retraites et donc sur la question de l'impératif de justice sociale. Et il a perdu aussi sur la question démocratique. Et ça, c'est probablement le plus grave pour lui. Parce qu'il a dû imposer cette réforme par le 49.3 et par la police. C'est finalement grâce au 49.3 à l'Assemblée nationale et grâce à la police qui a réprimé nos manifestations qu'il a réussi à gagner. Et donc, la conséquence de ça, c'est la réponse du camp macroniste aujourd'hui. Et elle consiste en deux choses, en deux mots, que vous pouvez retenir, c'est diviser et réprimer. Alors, diviser, c'est le racisme. C'est vieux comme le monde. Quand on est en difficulté, quand un pouvoir est en difficulté, il faut trouver un bouc émissaire, pointer bien le bouc émissaire et dire que c'est lui la source des problèmes. Donc c'est pour ça qu'ils vont mettre la loi Asile-Immigration au Parlement, à l'agenda du Parlement, et c'est pour ça qu'ils nous ont créé une polémique sur la baya à la rentrée. Hein. Et qu'effectivement, ce rideau de fumée, en fait, était là pour éviter de parler des problèmes de l'école, etc. Donc le racisme, c'est la première façon de nous diviser. Et il y a eu la répression relativement forte aussi, à la fois du mouvement des retraites, mais je vous rappelle aussi du mouvement des bassines, répression avec tentative de dissolution des soulèvements de la terre, et donc la répression policière a été extrêmement forte. Et racisme plus répression, ça a conduit à la mort de Naël et au cycle qu'on a vu de révolte dans les quartiers. Donc tout ceci est lié. Je pense que ceux qui essayent de déconnecter la révolte des quartiers et le mouvement des retraites, en fait, ont tort. Les choses sont liées. Je ne dis pas que les jeunes qui se sont mobilisés dans les quartiers se sont mobilisés pour les mêmes raisons que ceux qui se sont mobilisés pour la retraite, mais c'est d'une même dynamique d'opposition finalement au camp macroniste. Alors, c'est pour cette raison que la manif du 23 septembre est importante et que je vous engage toutes et tous à y aller. En tout cas, moi, personnellement, c'est ma position. Vous savez que ce n'est pas la position de toute la NUPES sur ces questions-là. Moi, je ne suis pas pour en faire, je vous en reparlerai, je ne suis pas pour en faire un point de débat et de crispation entre nous. Mais néanmoins, je voudrais vous convaincre que c'est important. Évidemment, quand vous écoutez les conversations des uns et des autres, ce qui vient dans les conversations, c'est la vie chère, donc les salaires trop bas, le manque de logement, le fait que l'électricité augmente, et pour beaucoup d'entre nous aussi, après canicule, sécheresse et inondation, il y a la question des changements climatiques. Donc on peut se dire pourquoi aller manifester contre les violences policières et contre le racisme, alors qu'il y a tellement d'autres choses aussi contre lesquelles se battre. Je pense que pour les raisons que je vous ai expliquées, c'est important. Parce que le racisme tue, c'est ce qui s'est passé donc avec la mort de Naël. Donc si on ne combat pas le racisme, notre classe sera durablement divisée. Et donc c'est de notre impératif de combattre ce racisme pour nous réunifier toutes et tous. Mais aussi, surtout, pour les libertés publiques. Et ça, on n'insiste pas assez sur la question des libertés publiques, parce que souvent on se dit, tiens, on a des acquis sociaux, ils sont tombés comme ça.
Et moi, j'ai quand même rappelé, c'est ce que j'ai fait dans la petite vidéo, puis à BFM, alors comme par hasard, BFM Marseille, finalement, ils n'ont pas pris mon... Ils m'ont interviewé, mais ils n'ont pas pris le bout, voilà, parce que je pense que ce que j'ai dit ne leur a pas plu. Ce que je rappelle, c'est qu'il y a eu en 1936 des occupations d'usines, et que c'est grâce à ça que tous ici et toutes ici, vous avez des congés payés. Et les occupations d'usines, c'est pas tout à fait légal à l'époque. C'est-à-dire que le droit de grève est légal, le droit de manifester a toujours été légal, mais occuper le moyen de production, c'est une forme de désobéissance civile. C'est pas plus illégal que de s'opposer aux bassines, en fait. Et donc, ce que je voudrais rappeler avec ça, c'est que si on n'a plus le droit de manifester, si on n'a plus le droit de désobéir à un moment donné, on n'a plus les moyens aussi de se battre syndicalement et de se battre dans les associations écolo pour essayer de résoudre le problème fin du monde, fin de mois. Donc, c'est extrêmement important, à mon avis, d'être là le 23 septembre. C'est aussi pour ça que, moi, c'est une proposition que je vous fais, mais je la mets en débat là. Je pense que si on doit faire une première initiative de la NUPES, parce qu'on en avait parlé en juin dernier, je pense que ça serait intéressant de faire une initiative sur les migrations en général, l'immigration en général. Bon, parce que je pense que c'est un truc sur lequel, sur des tas de questions, on a gagné la bataille idéologique. Sur le climat, on a gagné la bataille idéologique. On a gagné la bataille idéologique aussi assez majoritairement sur les questions sociales. C'est-à-dire l'indexation des salaires sur l'inflation, c'est majoritairement soutenu par la population. Le problème, c'est qu'il nous divise parce que sur les questions des migrations, le compte n'y est pas. Et on l'a bien vu. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est utile que nous ayons toutes et tous un débat sur ces migrations. Renaud Cornan, avec qui j'ai un peu travaillé, nous en parlera un peu plus. L'idée, c'est d'aller vers une initiative NUPES sur ça, et avec l'idée qu'on discute y compris de nos divergences. Parce que là, on voit que toutes les organisations n'appellent pas au 23. Pour moi, ce n'est pas un problème. Mais c'est bien aussi que suite à cette question, suite à cette mobilisation sur le 23, on se retrouve toutes et tous pour discuter des migrations et de savoir quelles sont nos positions respectives les uns les autres par rapport à la régularisation des sans-papiers, par rapport aux obligations de quitter le territoire, par rapport aux centres de rétention administrative. Je pense que toutes ces questions sont des questions éminemment importantes. Donc ça, c'est une première proposition que je vous fais. Ensuite, je voulais dire de manière un peu solennelle, parce qu'on n'est pas dans un moment extrêmement simple, politiquement, qu'à mon avis, ni le 23, parce que le Parti socialiste et le Parti communiste n'y appellent pas, ni les différentes positions sur les européennes ne doivent être l'occasion d'accroître nos divisions. Moi, personnellement, je continue de dire, et je vous l'avais déjà dit la dernière fois, que la NUPES, et là on en est l'expression parce que je pense qu'il y a des gens de toutes les forces de la NUPES, la NUPES est notre assurance vie par rapport au Rassemblement national. Donc moi je le dis un peu solennellement parce que ça monte un peu dans les tours en ce moment. Je le dis, il y a un camarade du Parti communiste. Moi personnellement, je ne pense pas qu'on puisse insulter Fabien Roussel, même si j'ai des désaccords avec lui, comme ça a été fait, de doriotiste. Donc il faut relire l'histoire pour savoir qui était Doriot. Peut-être qu'un jour, on pourra dire qu'il a été doriotiste, mais pour l'instant, je trouve que c'est une façon de procéder qui n'est pas souhaitable. J'ai envoyé mes excuses d'ailleurs personnelles. Enfin, c'est pas moi j'ai insulté personne, mais en tout cas, j'ai exprimé cette position à Jérémy Bacchi, qui est le secrétaire fédéral du Parti communiste. Bon. Après, je suis en désaccord avec un certain nombre de choses que fait en ce moment Fabien Roussel. On ne va pas se mentir. J'ai des désaccords avec lui, mais je crois, et comme j'ai des accords, et je vais y revenir, sur les européennes avec les écologistes. Mais néanmoins, je crois qu'il faut qu'on garde la mesure et qu'on garde la tête froide, car il ne faut jamais insulter l'avenir. On le voit bien dans la circonscription, on le verra bien au municipal après, on le reverra bien en législative et au présidentiel. On a besoin de toutes nos forces, parce qu'on est quand même dans un pays qui tangue singulièrement à droite. Pour des raisons d'ailleurs qu'il faut qu'on examine. Piketty et Cagé viennent d'écrire un bouquin là-dessus, il faudrait qu'on analyse ça, parce que c'est pas forcément que pour des questions idéologiques. Moi, dans mon livre, j'y reviendrai un peu, mais j'en parle un peu un moment, parce que sur les questions sociales, finalement, on a gagné depuis 20 ans contre le néolibéralisme, et y compris sur les questions d'homophobie et de féminisme et de migration, en fait, c'est pas vrai qu'ils gagnent du terrain, idéologiquement. Il y a encore un sondage qui vient de montrer que 5% des Français sont pour la régularisation des sans-papiers. Bon. Dans le même sondage, 60% des Français sont contre qu'on accueille les migrants de Lampedusa. Donc on voit que c'est toujours compliqué, mais néanmoins, il faut comprendre pourquoi ça s'exprime dans un vote massif vers la droite et l'extrême droite, et c'est ça qu'il faut qu'on travaille. Mais tout ça pour dire sur les européennes, on avait déjà discuté la dernière fois. Moi, je continue un travail de conviction avec les camarades écologistes surtout, parce que c'est surtout eux, au début en tout cas, qui sont partis. Je pense que ça serait mieux qu'on ait une liste unique pour les européennes.
Je me félicite que les jeunes écologistes, les jeunes insoumis, les jeunes de génération font un travail extraordinaire. Les jeunes du Parti socialiste aussi, ils font un travail extraordinaire. Ils ont écrit un programme et actuellement, toutes les forces politiques ont accepté de discuter du programme que les jeunes ont écrit pour les européennes. Donc moi, je pense que c'est encore possible. Évidemment, si vous écoutez la radio, la télé, tout le monde dit que c'est fini. Moi, je suis un optimiste. Je pense que c'est possible. Je réexplique pourquoi je crois que c'est nécessaire. C'est absolument nécessaire parce que dans un moment où le principal problème, c'est la résignation des citoyens. Ils sont résignés et ils ne pensent pas, moi je fais plein d'auditions, ils ne pensent pas en général que la gauche est en capacité de gagner en 2027. Personne ne le croit. Moi j'étais très étonné, j'ai auditionné quelqu'un sur le crédit impôt recherche. Moi je propose sa suppression et lui me proposait des aménagements. Et puis il me dit mais de toute façon je vous propose des aménagements parce que la suppression on l'aura jamais. Mais il me dit mais de toute façon les aménagements que je vous propose jamais les macronistes n'en voudront donc ça n'arrivera pas non plus. Et je lui dis mais 2027 ce sera nous aux affaires. Et ça, il sourit, il n'y croit pas. Les gens ne nous croient pas qu'on peut être en capacité de gouverner. Donc, si on est divisé aux européennes, ça renforcera ça. Enfin, moi, je ne vois pas comment ça ne peut pas le renforcer. Parce qu'au soir des européennes, vous aurez 4 listes, et les 4 listes indiqueront qu'on est divisé. Donc moi, je continue à dire qu'il vaudrait mieux que nous soyons unis le soir des européennes. Bon, après, si on ne l'est pas, moi, je ne souhaite pas le divorce. Et je ne souhaiterai jamais. Jusqu'en 2027, peut-être qu'un jour j'accepterai un divorce quand Le Pen, le risque du Front National, ou du Rassemblement National, ou de Zemmour sera totalement... Et on pourra se permettre d'exprimer nos divergences dans un premier tour. Mais là, au jour d'aujourd'hui, au vu du rapport des forces d'aujourd'hui, aucun divorce n'est acceptable, à mon avis. Donc, on verra bien à la fin de la séquence européenne, mais je crois que nous, en tout cas dans la circonscription, on en avait déjà parlé, on essaiera de continuer à faire vivre la NUPES. Alors, juste pour conclure sur 2 aspects. Donc, moi, la NUPES, pour vous dire aussi 2 choses par rapport à 2-3 choses que j'ai vues cette semaine, je voudrais quand même rappeler que la NUPES, ce n'est pas juste le rassemblement de la gauche et des écologistes pour gagner à tout prix. C'est le rassemblement de la gauche et des écologistes sur une ligne de rupture. Bon. Et alors, pourquoi je réinsiste là-dessus ? Parce que j'ai été voir, et je vous conseille d'aller le voir, un film formidable qui s'appelle « Par la fenêtre ou par la cour », qui est l'histoire, en fait, écrite par les syndicalistes eux-mêmes de l'ensemble des suicides qu'il y a eu à France Télécom et de toute cette tragédie qu'il y a eu de la privatisation de France Télécom. Moi, je vous engage à aller voir le film. Et dans ce film, en fait, il y a quand même quelques rappels historiques qui font mal, notamment le fait que les syndicats ont mené une bataille exemplaire dans les années 90, exemplaire. Extraordinaire. Ils ont créé un observatoire aussi de la souffrance au travail et tout exemplaire. Et quand la gauche est revenue au pouvoir, la gauche, donc c'était Lionel Jospin, leur a promis, droit dans les yeux, il le rappelle dans le film, droit dans les yeux, qu'on ne privatiserait pas France Télécom. Et France Télécom a été privatisée. Donc moi, en raccourci, ce que je veux vous dire, et à la fin, il fallait virer 22 000 fonctionnaires. Et quand on ne peut pas virer 22 000 fonctionnaires, on a poussé au suicide des centaines et des centaines de fonctionnaires. Bon. Et ça, c'est une certaine gauche qui a fait ça. Et donc je pense que oui, on veut le rassemblement de la gauche et des écologistes, mais ce qui a gagné un petit peu en 2022, c'était de dire qu'on veut que cette gauche, ça soit ni Mitterrand, et puis moi je les embarque tous, je suis désolé, je ne fais pas de différence, ni Mitterrand, ni Jospin, ni Hollande. Il faut qu'on aille un petit peu plus loin. Et moi, je me pose quand même la question pas mal du jour d'après, parce que je suis convaincu qu'on va gagner en 2027. Donc je fais juste cette intervention pour vous parler un tout petit peu du livre que j'ai sorti là, qui s'appelle « Le capital, c'est nous ». L'idée de ce livre, c'était de faire un peu une synthèse de là où moi j'étais arrivé sur mon analyse du capitalisme et de pourquoi il fallait sortir du capitalisme. Donc une première partie, c'est ça. J'essaye de convaincre les gens qu'il faut qu'on sorte de ce système d'accumulation infinie du capital. Deuxième partie, c'est d'essayer d'imaginer ce que pourrait être un monde éco-socialiste. Et là où j'apporte quelque chose, je pense qu'un peu, je débat en fait de la notion de marché. La sortie du capitalisme, pour moi, c'est pas la sortie du marché. Donc voilà, il y a une discussion à avoir, et c'est pas le socialisme étatique non plus, jacobin, mais c'est l'autogestion, c'est l'organisation des travailleurs. Mais il y a des problèmes que je discute, notamment des problèmes de comment on alloue les biens et les services, qui décide de produire quoi. C'est pas simple en fait, si on se passe, voilà. Donc c'est ça que je décris. Et la troisième partie qui est en gros les stratégies, les luttes, les élections, les pratiques un peu ce que j'appelle alternatives, typiquement les AMAP, voilà, les syndicats. Et donc c'est ça que je décris un peu dans ce livre. Et pour moi c'est un processus, la révolution citoyenne, et c'est pas un processus qui va s'arrêter le lendemain
d'une victoire de Jean-Luc Mélenchon ou de, je sais pas moi, Ruffin ou Faure. Moi, je suis œcuménique. Hein. Bon, c'est pas le lendemain de l'élection que ça va s'arrêter. Donc, dans les derniers chapitres, j'analyse le cas grec, parce qu'on a eu un cas quand même avec Syriza. Je suis désolé, il faut quand même qu'on l'analyse. Et j'analyse le cas du Front populaire. Et en fait, ce qui est évident, je pense, pour toutes et tous, hein, mais s'il n'y a pas un mouvement social extrêmement puissant et une société civile extrêmement bien organisée, n'importe quel gouvernement de gauche pourra trahir. Parce que le pouvoir est extrêmement fort. Et donc c'est pour ça que la conclusion, concrètement, en septembre 2023, c'est syndiquez-vous d'abord, hein, et organisez-vous dans les associations, mais syndiquez-vous, syndiquez-vous, syndiquez-vous. Voilà. Bien sûr, rejoignez les partis politiques aussi qui composent la NUPES, mais il faut se syndiquer. Juste pour vous dire un mot quand même de l'Assemblée nationale, là je vous en ai pas trop parlé parce que bon, il ne s'est pas passé grand-chose. Actuellement, je suis sur quand même un gros dossier, mais j'en ai tellement souvent parlé que voilà, c'est que je suis encore rapporteur pour avis pour le projet de loi de finances 2024 sur l'université et vie étudiante. Donc, dans un rapport pour avis, donc c'est moi qui donne l'avis de l'Assemblée nationale sur ce sujet-là. Hein. Et dans le rapport pour avis, on a la possibilité de donner, de porter le focus sur une petite partie. Et là, j'ai décidé de le porter sur les écoles privées supérieures. Donc, je pense qu'on essaiera de vous en parler plus à un autre moment. Je peux peut-être en réponse vous en parler plus parce que c'est assez passionnant. En gros, le fait qu'ils n'investissent pas dans le public fait que de plus en plus de gamins vont dans le supérieur. Parcoursup permet ça. Et là, on touche du doigt le grand capital parce que là, la semaine prochaine, j'auditionne notamment Galileo Global Education, qui est le grand numéro 1 mondial et qui est soutenu par la Banque publique d'investissement, qui est soutenu par les gouvernements. Dans le conseil d'administration, il y a Martin Hirsch, il y a Grandjean, l'ancienne ministre du Travail. Donc voilà, on est au cœur du complexe capitalistique. Donc ça, c'est ce qui m'occupe le plus. Après, je suis aussi dans la commission spéciale sur le numérique, qui est une loi assez, voilà, sur la liberté dans le numérique et qui parle de pornographie, de plein de choses, de harcèlement scolaire, il y a plein de trucs, c'est voilà. Et je suis un très mauvais élève parce que je devais y être toute cette semaine et que j'y suis pas. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dossier ? Oui, de dernier dossier qui est passionnant, je vous en dis quand même un mot, c'est la question du fret ferroviaire. Il y a une commission spéciale d'enquête sur le fret ferroviaire. Pourquoi ? J'essaie de vous le dire en un mot, mais c'est quand même ubuesque cette affaire. En fait, fret, il y a la SNCF a été découpée avec Fret SNCF il y a des années. Et pendant des années, comme Fret SNCF n'était pas tout à fait à l'équilibre, la SNCF a continué d'aider Fret SNCF alors que c'était deux entités différentes. La Commission européenne a décidé que le moment pendant lequel ils ont aidé, en fait, c'était une entorse à la concurrence parce que la partie de Fret était sous le régime de la concurrence. Voilà. Et donc, c'était une aide déguisée de la SNCF à Fret SNCF, et donc il y a une entorse à la concurrence. Donc l'Europe réclame 5 milliards d'euros, mais il réclame à ce que Fret SNCF rembourse l'État français de 5 milliards d'euros. Le truc un peu... faut suivre. Bon, donc l'État français est en train de négocier pour éviter de rembourser, parce que s'il rembourse, c'est la fin de Fret SNCF. Et donc il négocie avec l'Europe. En gros, pour l'instant, le plan de négociation, c'est de laisser 30% de la part de marché de Fret SNCF à la concurrence. Mais alors là où on atteint, avec 400 licenciements, là où on atteint quand même du summum, c'est que la concurrence en question dit qu'ils ne pourront pas reprendre le fret parce que c'est trop, le volume. Donc ils ne peuvent pas reprendre, donc ça va aller vers la route. En pleine transition écologique, c'est extraordinaire. Mais pire, ceux qui vont pouvoir reprendre, c'est normalement DB Cargo, qui est la compagnie allemande, qui est l'autre grande entreprise nationale. Et DB Cargo a exactement le même contentieux avec l'Europe en Allemagne. Vous suivez ? C'est quand même là, on a atteint les délires. On va aller sur les élections européennes. On a atteint les délires de la Commission européenne. C'est-à-dire que, voilà. Donc moi, j'ai dit au ministre, je ne comprends pas pourquoi on veut payer. Alors en plus, les Roumains ont eu le même problème. Ils n'ont pas payé, ils n'ont jamais rien eu. Mais non, le ministre veut payer, puis on ne veut pas prendre le risque. Vous comprenez ? Après, si on doit payer, mais je dis, mais de toute façon, ça va rentrer dans vos caisses. Vous ne pouvez pas redistribuer après. Enfin voilà. C'est typiquement l'exemple que vous pouvez utiliser pour dire oui, il faut désobéir. Parce que là, si on ne désobéit pas à ce genre de truc, socialement, c'est une catastrophe. Et encore combien de souffrances ? Je vous ai parlé de France Télécom, combien de souffrances à la SNCF ? Et écologiquement, c'est du délire d'aller refoutre des camions sur les routes. Voilà. Donc, c'est quand même toujours intéressant, l'Assemblée nationale, même si c'est fatigant. Je ne vous ai pas parlé de la fête de l'humanité. C'était super bien. J'adore. C'était, voilà, c'était génial. J'ai découvert Médine, je ne connaissais pas. Voilà. Et surtout, j'ai eu la chance d'écouter les Fatal Picard. Voilà. Et politiquement, il y avait plein de choses. Et c'était super. Voilà.
Je vous remercie. Donc, on va ouvrir la discussion. Peut-être